Bonjour à toutes et tous. C'est toujours un peu bizarre de parler à des écrans noirs, mais c'est la nécessité de la technique. On va faire ça à deux, donc Karine Huette et moi-même, Denis Grabouille. On va le faire, on n'a pas eu le temps de répéter. Elle vient juste de rentrer à l'Odéon et moi un quart d'heure avant aussi, pour diverses raisons. Donc voilà. Mais donc, analyse du rapport Goron et des suites. Je voudrais juste dire d'entrée que sur le rapport Goron, quoi qu'on en pense, n'est que le début d'une phase sur le dossier annexe 8 et 10. Et bien évidemment, on n'oublie pas le dossier régime général, puisque ça pèse sur les décisions qui seront prises sur les annexes 8 et 10, et évidemment, ça pèse sur tous ceux qui sont concernés par les mesures, que ce soit au 1er juillet ou après, et que la bataille continue sur ce dossier-là. Mais là, ce soir, on fait un focus sur le rapport Goron et sur les préconisations, et il lui avait été confié à Goron qu'une mission sur le champ des intermittents du spectacle, artistes et techniciens intermittents du spectacle. Donc, on va voir ça. Je rappelle aussi que André Goron, c'est un expert qu'on connaît, qui avait déjà travaillé sur le champ des années 10, puisqu'il avait accompagné la négociation de 2016, comme vous le savez, qui s'était conclue par l'accord revenant à 507 heures sur 12 mois, et qui avait aussi été là dans d'autres négos qui n'avaient servi à rien, puisqu'on avait signé un accord en 2000, en tout début 2019, qui n'avait jamais été suivi, début 2018, pardon. On va démarrer ? Ça marche. Alors, peut-être on peut rappeler ce que c'est que l'année blanche. Je te laisse le faire. Déjà, ce qui s'est appelé l'année blanche, c'est-à-dire ce qui est devenu les mesures depuis le printemps dernier, et pour qu'on ait tout ça en tête, pour qu'on comprenne bien. Oui, alors tout le monde, enfin, sait déjà un peu ce que c'est, mais c'est en fait une prolongation des droits au chômage. Cette année blanche n'est pas une vraie année blanche, c'est un mot qu'on a tous combattu ici parce que ça ne correspond pas à une année. On voulait, nous, une prolongation, une PIT plus douce, comme on disait, une prolongation du moment d'impossibilité de travailler plus 12 mois. Et donc, là, cette prolongation-là a été donnée jusqu'au 31 août pour tout le monde. Donc, tout le monde a eu 8 mois, 12 mois, 18 mois, suivant sa date anniversaire, une prolongation des droits jusqu'au 31 août pour ceux qui étaient indemnisés au 1er mars. 31 août 2021, ce qui signifie qu'en gros, c'est outre ce que vient de dire Karine sur le fait que c'était aléatoire selon la date anniversaire qui tombait à telle date avant le 1er mars 2020 ou après, mais en gros, c'était conçu comme si tout le monde avait retravaillé normalement à partir du 1er septembre 2020. Et donc derrière, un an, 31 août 2021. Or, on constate bien, c'est une évidence, que nous ne sommes pas du tout en train de retravailler normalement, et que même cet été, nous n'allons pas retravailler normalement, et que même cet automne, certains ne retravailleront pas normalement, soit parce qu'il y aura toujours des interdictions, par exemple pour les concerts debout, qui risquent d'être les derniers à reprendre, ou parce que, ne serait-ce que même dans tous les secteurs, il y aura des embouteillages de programmation qui vont faire que, avant qu'on revienne à la normale, ça va être du temps. Sans parler de l'évolution de l'épidémie, qui est quand même loin d'être maîtrisée, avec les conséquences que ça peut avoir sur toute l'activité, et en particulier sur nos métiers, alors qu'on nous ramène sans arrêt à la réouverture, Et le rapport Goron commence en disant que de toute façon, il faut des mesures, même si ce n'est pas dans son champ de sa mission, il faut des mesures pour un vrai plan de reprise qui ne soit pas limité à la réouverture au public, un vrai plan de reprise accompagnant l'emploi, ce que nous revendiquons, bien évidemment, d'avoir ce plan de reprise qui permette à tout le monde de travailler, y compris en trouvant des formes alternatives. Alors, on va dire qu'il y a trois grandes lignes trois grands points dans le rapport Goron. Différentes hypothèses donc il y a 3 points. Un qui est donc cette nécessité du plan de reprise. Je ne vais pas insister plus lourdement que ça, mais il insiste à juste titre sur cette question d'un plan de reprise vigoureux. C'est dit comme ça dans le rapport. 2, il y a différentes hypothèses qu'on va détailler de prolongation. Et 3, il y a un point très important, c'est pour les entrants. Donc, c'est ces points-là qu'on va détailler. Tu veux rajouter un truc avant que on détaille les options ?
Non, enfin, juste peut-être une chose, c'est qu'il a toujours insisté aussi de manière générale que si les intermittents avaient le droit à cette prolongation, eh ben, par justice, il fallait que tout le monde l'ait aussi. Il l'a écrit dans sa lettre de mission et je crois qu'il le réécrit dans ce rapport-là, qu'il pouvait avoir une égalité de traitement s'il n'y a que les intermittents qui avaient une prolongation des droits, en tout cas. Ouais, c'est un point très important, c'est qu'effectivement, il a bien conscience, enfin, le rapport pointe en creux plus qu'en direct que les dossiers intermittents du spectacle et régime général sont intimement liés parce que effectivement, et c'est ce qui nous avait été dit au ministère du Travail il y a plus d'un mois en disant que le ministère du Travail n'était pas pour, c'était une ligne rouge d'imaginer une prolongation d'un an parce qu'il y a le contexte du régime général qui pèse. Donc, les sorts sont intimement liés et on a abondamment documenté, en particulier pour les manifestations du 23 et évidemment, on continue sur les dangers du régime, des manifestations, de la réforme du régime général. Alors, sur donc, 3 points. Le plan de reprise, je renvoie à ce que nous avons déjà annoncé sur la nécessité de ce plan de reprise, mais c'est vraiment une nécessité qu'il faut défendre. Et en particulier, ça fera le lien avec le dernier point. On sait que ceux qui auront le plus de mal à démarrer, pour le coup, ce sont les jeunes. Comme vous le savez, et vous êtes là nombreux connectés de certains lieux occupés spécifiquement par des étudiants ou présents dans tous les lieux occupés. La question se pose, et bien sûr, tous ceux qui ne sont pas dans les lieux occupés de la même façon, hein, qui vont nous écouter, la question de l'insertion, de l'arrivée, de la possibilité de travailler dans ce métier pour les plus jeunes nécessite et passe aussi par ce plan de reprise. Alors, sur point 2, qu'on va devoir détailler la question des différentes options développées par la mission Goron. Alors, pour ceux qui se sont lancés dans la lecture, sachez que le lien est facile à trouver sur le site du ministère de la Culture et d'ailleurs sur le site du ministère du Travail aussi, et que la chose la plus facile à lire, c'est la synthèse qui est au début, qui résume bien le reste du document. Et ensuite, on peut la lire pour les curieux et ceux qui adorent les chiffres, pour rentrer dans les détails, puisque la première partie du rapport, on ne va pas s'apesantir, fait le constat de la catastrophe. Les constats de la catastrophe, c'est notamment le fait qu'à fin 2020, un tiers des techniciens, et principalement en spectacle vivant, mais c'est mêlé, et la moitié des artistes n'auraient pas eu se seraient retrouvés sans rien, sans la première prolongation. Et la situation, elle est évidemment pointée avec des différences dans les différents secteurs. Sur les constats, le rapport précise aussi qu'il y a des baisses de revenus qui sont en moyenne que de 10%, parce que la prolongation de l'année blanche a servi à maintenir en partie les revenus, mais avec des très fortes disparités, puisqu'il est pointé, vous reverrez ça dans les chiffres, je vous les épargne, pour certains, c'est des baisses de 30%, et bien évidemment, c'est ceux qui ont eu les plus grosses pertes de temps de travail qui sont ceux qui ont le plus perdu, ce qui est quand même évidemment considérable. Alors, les constats, on ne va pas s'apesantir dessus parce que ça nous amènerait à faire beaucoup de chiffres. Ça montre simplement qu'il faut de nouvelles mesures, sans quoi on va se retrouver avec une bonne moitié des professionnels qui vont se retrouver sans rien après le 31 août, ou pas grand-chose. Parce que c'est un aspect qu'il faudra bien regarder, c'est qu'il n'y a pas seulement le risque de ne pas avoir de droits, il y a aussi le risque de voir des droits minorés, et ça, c'est un point qu'il va falloir décrypter. Sur les constats, on peut dire que sur le constat, tu veux de la dire… difficulté, dans quelques points dans le rapport, il y a des choses à rajouter. Non, parce qu'en tout cas, il est d'accord avec nous que cette année, l'année 2021 va être catastrophique et qu'il faut absolument faire quelque chose. Il a le même constat qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde cet été, que nous n'avons pas travaillé depuis un an. Et c'est aussi pour ça qu'il essaye d'amener des solutions qui nous conviennent et d'autres qui ne nous conviennent pas du tout pour la majorité d'ailleurs. Voilà.
Alors, pour, dans sa partie 2 de sa synthèse, il fait référence à la situation au 31 août 2021 en constatant que certains seraient rattrapés. Alors, ça fait référence à des termes un petit peu techniques qu'il faut juste avoir en tête et sans vous farcir de logos. On va parler d'ARE, d'APS et de clause de rattrapage. L'ARE, c'est l'allocation de retour à l'emploi, c'est l'allocation, on va dire, normale versée par l'assurance chômage. La clause de rattrapage, c'est une mesure qu'on avait réussi à introduire en 2016 dans l'accord de 2016 pour bien qu'on ait réussi déjà à revenir à 107 heures sur 12 mois, on avait prévu une mesure pour ceux qui n'arrivaient pas aux 107 heures sur 12 mois pour qu'il n'y ait pas un arrêt brutal. Simplement, on avait réussi à la mettre que sous conditions d'ancienneté, 5 ans dans le régime, 338 heures. Et en gros, c'était un délai supplémentaire pour arriver à compléter les heures qui manquent entre 338 et 507. D'ailleurs, ça a marché puisque en 2019, il y avait à peu près 8000 personnes qui sont tombées dans qui ont utilisé la clause de rattrapage, dont les 2/3, les 3/4, 6000, ont réussi à ouvrir ensuite des droits. Voilà. Et puis, il y a une autre mesure qui s'appelle l'allocation de professionnalisation et de solidarité. Et ça, c'est un reste des mesures qui ont été inventées après 2004. Elles ont changé de nom plusieurs fois, mais c'était une mesure pour rattraper ceux justement qui ne faisaient pas les 107 heures sur 12 mois après 2003. Hein, comme vous le saviez, c'était passé à 107 heures sur 10 mois pour les techniciens et 10 mois et demi pour les artistes. Et ça écrémait beaucoup de monde. Et on pouvait être rattrapé par les 107 heures sur 12 mois dans cette allocation. Et cette allocation, elle est quasiment tombée en désuétude après 2016, puisqu'on est revenu à 107 heures sur 12 mois. Il n'y avait plus que 44 personnes en 2019 qui en bénéficiaient, principalement des gens qui échappaient à la couverture pour rattraper des congés maladie, par exemple, mais de moins de 3 mois, etc. Donc, cette allocation, elle existe toujours et sera peut-être utilisée par le gouvernement pour être une des mesures de rattrapage. Sauf que nous, on la voit comme un filet de rattrapage très provisoire. C'est que par exemple, pour un petit truc là-dessus, cette allocation, elle n'ouvre pas de droit à retraite complémentaire. Contrairement à l'ARE. L'APS n'ouvre pas de droit, n'a pas de décompte de points de retraite complémentaire, contrairement à l'ARE. Voilà, donc ça sur sur les constats, en gros, la mission Goron dit qu'il y aurait des gens qui seraient rattrapés au 1er septembre d'une façon ou d'une autre, mais avec des baisses d'indemnisation considérables et des gens qui ne rentreraient pas là-dedans. Et on a encore eu des chiffres cet après-midi par l'UNEDIC qui confirment ça, même s'ils n'ont pas exactement la même méthode, qui montrent qu'il y aurait quand même, selon les hypothèses de reprise, parce que ça dépend de ça aussi, hein, du nombre d'heures qu'on fait, ça ferait quand même sur les 118 000 intermittents indemnisés actuellement, eh bien, il y en aurait à peu près 35 000 qui se retrouveraient à ne pas rentrer dans un des dispositifs en question. Donc, évidemment, il nous faut des mesures pour tout ce monde-là. On va passer maintenant aux pistes qui ont été dégagées par la mission et donc qu'ils appellent 2 options de sortie de l'année blanche. Donc, l'option 1 et l'option 2. Il y a un point très important qui est un point, on va dire, tactique, c'est qu'une des grosses différences entre l'option 1 et l'option 2, c'est que l'option 1, ce serait une décision du gouvernement par décret. Alors, on va dire c'est simple, hein, ils prennent le décret en Conseil d'État et puis ça marche. Et l'autre nécessite, d'après la mission Goron, et c'est sans doute vrai, une modification législative, donc un vote au Parlement. Le problème, c'est que la première, si c'est la décision par décret, elle est, à notre avis, très insuffisante. On va expliquer pourquoi. Je décris l'option 1. Oui, oui, vas-y. Donc, l'option 1, c'est les filets de sécurité. Voilà. Donc, justement, les filets de sécurité, il y en a en gros 3. Il y en a un qui consisterait, on
Oui, Oui, c'est vrai. c'est vrai, c'est 75 à 80% auront les heures, mais puisqu'il y a une question qui est posée dans le chat, hein, d'après le rapport et la ministre qui dit que 75% auront les heures. Mais 75% auront les heures, c'est évidemment tous ceux qui travaillent dans les secteurs qui n'ont pas été touchés par l'activité. Il y a tout l'audiovisuel et une grosse partie du cinéma, même s'il y a aussi des problèmes d'emploi dans le cinéma, mais moindres que dans le spectacle vivant pour l'instant. Mais ça fait quand même. Et puis, il y a ceux qui ont pu travailler dans le spectacle vivant. Ça fait quand même que. Et ceux qui avaient leur date anniversaire en mars, avril, mai, qui avaient quasi leurs heures quand la pandémie a commencé, en tout cas. Exactement. En plus, il y a ça aussi. Ça ne veut pas dire que la situation n'est pas catastrophique pour justement 35 000 personnes. Et ça, c'est déjà énorme. Je crois qu'il y a une autre problématique, le 31 août. Même si on peut rouvrir des droits, est-ce qu'en 12 mois après, on va rouvrir des droits 12 mois plus tard, étant donné qu'en septembre, octobre, novembre, on ne sait pas si on va travailler non plus, même pour ceux qui ont leurs heures. Bien sûr, il y a une espèce de méthode Coué qui consiste à dire que tout ira bien en septembre. Alors, on sait déjà que c'est faux, ne serait-ce que pour les concerts debout ou à cause des embouteillages. Et même peut-être dans le cinéma, il peut y avoir des effets sur l'emploi à retardement. Et on voit déjà des films qui risquent de ne pas se faire dans les films les plus petits budgets. Donc, encore une fois, l'option 1, elle s'appelle aménager les filets de sécurité. Ces aménagements, donc, vous le lirez dans la synthèse, ils sont à peu près de 3 ordres. Il y en a une qui consiste à décaler dans le temps la date anniversaire du 31 août. Là, ils ont mis entre 6 et 8 mois, c'est-à-dire à peu près au 1er février 2022 ou au 1er avril 2022. La décaler à nouveau de façon fixe parce qu'ils ont repéré que certains, évidemment, vont arriver au 31 août avec une date, le dernier contrat de travail avant le 31 août peut être, par exemple, il y a très longtemps. Il peut être tombé au mois de juin, mais il peut aussi tomber en octobre dernier. Si jamais quelqu'un a travaillé en octobre et qu'il ne retravaille pas du tout jusqu'au 31 août 2021, on peut se retrouver avec une prolongation qui fasse que, comme vous le savez, la nouvelle date anniversaire un an après va se caler sur le dernier contrat de travail et donc ce serait une prolongation trop courte. Donc, première mesure, c'est une espèce de décalage artificiel de remettre à la date anniversaire à 6 ou 8 mois, c'est-à-dire 1er février 2022, 1er avril 2022. Deuxième possibilité, prévoir qu'on assouplisse l'accès à la clause de rattrapage, celle dont on parlait tout à l'heure, celle qui donne 6 mois de plus, en permettant par exemple, de l'utiliser plusieurs fois. Alors, normalement, c'est une fois tous les 5 ans maximum, et en changeant les conditions d'ancienneté pour l'ouvrir à tout le monde ou à une partie des gens. C'est ça qui, évidemment, est l'incertitude. Et puis, mieux articuler la clause de rattrapage avec l'APS, donc la fameuse allocation professionnalisation et solidarité, pour pouvoir passer de l'un à l'autre. On essaiera de faire un petit tableau dans lequel on examine les droits. C'est souvent une prise de tête de savoir vers quoi on tombe. ARE, puis ARE régime général, puis clause de rattrapage, puis APS, puis éventuellement d'autres mesures de solidarité qui sont moins intéressantes. Ce qui fait que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Bon, mais... J'ai une petite question, juste parce que peut-être qu'ils se posaient la même question que moi. Il me semble que la clause de rattrapage, on est dans l'ARE et que pas dans l'APS. Donc, ça veut dire que si on tombe dans l'APS, par exemple, et qu'on a plus de 42 ans aujourd'hui et qu'il nous faut 15 ans sans discontinuité pour qu'à 62 ans, on puisse être indemnisé jusqu'à 67 si on n'est pas à taux plein, du coup, l'APS nous fait une rupture de carrière, rupture de ça. Tu parles de ce qu'on appelle la clause de maintien de droit à 62 Exactement. Ans et demi. 62 ans et demi, quand on a eu une certaine ancienneté, ça s'articule. Là, à 42 ans, non. Mais par contre, si tu as une APS dans les 3 ans avant tes 62 ans et demi, à 59 ans, oui, ça peut être un problème. Voilà, c'est ça. Ça peut être un problème. Je disais 42 ans, parce que ça faisait 15 ans avant 67. Ah oui, c'est pour ça que c'est voilà, donc, à 59 ans, qu'on ait l'APS et qu'on ne soit pas en ARE, ça peut être un problème sur 47. Sur l'ouverture sur la prolongation, le maintien de droit, celle qui permet, le maintien de droit, c'est une autre règle qui permet
de ne plus avoir à pointer jusqu'à ce qu'on ait l'âge de la retraite à taux plein et qu'on ait tous ces trimestres, comme on dit. Mais ça c'est encore aussi autre chose puisque c'est dans le système actuel des retraites et évidemment, ça peut être aussi soumis à changement, comme on le sait, quand on bataille contre la réforme des retraites. Donc voilà, donc l'option 1, pour résumer, consiste à aménager, nous on pourrait dire à bricoler des filets de sécurité qui existent déjà, s'arranger sur la date anniversaire, s'arranger sur l'APS, donc l'allocation de rattrapage, enfin l'allocation de solidarité, et s'arranger sur les critères donnant l'accès à la clause de rattrapage. D'après le rapport Goron, avec ces mesures, on rattraperait tout le monde, puisqu'on aurait la possibilité de prolonger tous ceux qui ont des droits en cours d'une façon ou d'une autre. Mais bon, nous, on a quand même quelques doutes, il faut le vérifier en termes de vérification technique, qu'il n'y ait pas des gens qui passent au travers du filet, notamment parce que tu aurais la clause de rattrapage pour 6 mois et qu'ensuite tu sortirais. Donc, si c'est juste 6 mois de RAB, c'est largement insuffisant, évidemment. Et aussi parce que, là, c'est pointé directement par le rapport et c'est vrai, à chaque fois qu'on va réexaminer des droits de cette façon-là, alors qu'on n'est pas revenu à une période normale. Karine rappelait tout à l'heure que nous réclamons 1 an après le retour à la normale, donc après la fin de toutes les périodes d'impossibilité de travailler ou d'empêchement de travailler. Eh bien, on risque qu'on calcule les droits sur un moins grand nombre d'heures, même en remontant loin, ou des salaires minorés, parce que la période a été beaucoup moins bonne. Et du coup, on peut se retrouver avec une indemnisation, mais plus basse encore que ce qu'il y a déjà actuellement. Ça veut dire que si on prend le cas d'une musicienne, tiens, j'en ai une à côté de moi, qui, je ne sais pas combien tu gagnes, mais mettons que tu gagnes 2000 € d'habitude avec tes salaires et les indemnisations. Déjà, tu es passé uniquement à vivre sur l'allocation chômage, donc mettons à 50 € par jour, je crois que la moyenne est à 53 €. Et bien là, on recalculerait les droits et tu tomberais au minimum, et encore parce qu'on a mis un plancher dans l'accord de 2016 de 44 € brut et 38 € pour les techniciens. On avait réussi à stabiliser ce plancher pour éviter de nouvelles baisses de droits. Donc, c'est évidemment insuffisant. Pour nous, l'option 1 est un pis-aller. C'est malin, ça mobilise des dispositifs déjà existants. C'est sans doute plus rapide de prendre les décisions par décret, mais ce n'est pas certain que ça couvre tout le monde et ça peut faire des baisses d'indemnisation importantes pour ceux qui sont déjà le plus touchés par la baisse d'activité ou par la suppression de l'activité. Alors, on va expliquer ce qu'est l'option 2, qui s'appelle « Permettre à tous les bénéficiaires de l'année blanche de rester indemnisés au même niveau en prolongeant l'année blanche ». Là, il y a 2 options à l'intérieur de l'option 2 qui sont… alors, je rappelle, l'option 2 nécessite, selon le rapport, de passer par le Parlement, de prendre une loi dans ce domaine. Qu'à cela ne tienne, on va maintenir la pression pour. Donc, il y a 2 options. Je te laisse présenter la première. La première, c'est donc une prolongation d'1 an, donc un peu, mais sans aménagement de sortie, c'est-à-dire que rien ne serait mis en place pour attraper les gens qui ne seraient plus indemnisés 1 an après. Ce qui, au contraire, la deuxième, on garde l'aménagement, mais c'est d'une durée beaucoup plus courte et il donne un exemple jusqu'à fin décembre, mais je ne suis pas sûre que ce soit… L'option 2, pardon, dans l'option 2, il y a la prolongation d'1 an possible, mais sèche, c'est-à-dire on prolonge à nouveau tout le monde jusqu'au 1er septembre 2022. Et après, voilà, alors c'est comme si on était revenu normalement au boulot en septembre 2021 pour qu'on recalcule les droits normalement au 1er septembre 2022. Et puis, il y a l'autre sous-option 2, qui est donc une prolongation d'une durée
par exemple, comme c'est mis jusqu'à fin décembre, donc une prolongation de 4 mois, mais cette fois-ci en mettant, en fait, c'est un mixte avec ce qu'on a décrit avant de l'option 1, où on mettrait, c'est marqué, tout ou partie de toutes les mesures aménagées, c'est-à-dire la clause de rattrapage, l'APS, le maintien d'un volume plus important d'heures d'enseignement, comme c'est le cas depuis le mois d'août dernier. Donc, l'utilisation de la période de recherche d'affiliation rallongée, c'est-à-dire la recherche des heures jusqu'à celles qui n'ont pas été utilisées, donc pour certains en remontant jusqu'à mars 2019, avec le côté aléatoire et inégalitaire du fait qu'on a eu cet anniversaire avant ou après le 1er mars 2020. Donc, si c'est marqué en toutes lettres dans le rapport, hein, que l'avantage de la prolongation d'un an, ça maintient le même taux d'indemnisation actuel, sauf pour ceux qui demandent un examen express, un recalcul de leurs droits, parce qu'ils pensent qu'ils auront un meilleur taux en ayant mieux travaillé. Ça peut arriver dans des secteurs qui ne sont pas touchés par les arrêts que l'on connaît. Et donc, le problème entre les deux sous-options, c'est que la sous-option 1, la première sous-option 2, pardon, prolongation d'un an, on l'a dit, c'est très bien jusqu'en septembre 2022. Mais là, on peut avoir des perdants, de gens qui ne sont pas du tout couverts, parce qu'ils n'auront pas fait leurs heures entre septembre 2021 et 2022. Et on sait très bien donc qu'il risque d'avoir des problèmes de ce niveau-là, puisqu'on n'aura pas repris le travail normalement en septembre 2021. Et puis dans la deuxième sous-option, qui est une prolongation d'une durée plus courte avec les mesures aménagées, ça va peut-être couvrir tout le monde. A priori, ça devrait couvrir tout le monde, mais avec des recalculs à la baisse pour certains. Donc là, ce qu'on dit, c'est que puisqu'il avait été promis que personne n'y perde, la seule solution, c'est le mix des deux, c'est-à-dire une prolongation d'un an assortie de mesures de sortie pour les quelques milliers qui n'ont pas à être les dindons de la farce parce qu'ils ont la malchance d'être dans les secteurs qui vont être les derniers à reprendre. Et finalement, ça correspond à ce qu'on défend, c'est-à-dire des mesures jusqu'à ce qu'on ait retrouvé un an de normalité, en quelque sorte, si on peut considérer que 2019, c'était la normalité, un an pour faire ses heures comme à l'habitude, en ayant retrouvé le niveau d'emploi qu'il faut. Alors, on va passer, avant de répondre à différentes questions. Ah oui, il y a un point important, c'est que là, c'est un point de désaccord avec la mission. Avant de parler des entrants, la mission a également analysé, mais finalement écarté, c'est ce qui est mis dans le rapport, des mesures de sortie échelonnées en fonction de l'ancienneté de la date anniversaire. C'est ce que nous proposions, notamment du côté CET Spectacle, de dire, nous, on veut quelque chose qui soit donc un an après la fin des périodes d'empêchement et en se calant sur la date anniversaire de chacun. Parce que ça, c'est égalitaire. Tout le monde a la même chance de faire 12 mois, soit qu'il ait ses heures avant la crise et après la fin de toutes les interdictions, dans une période de travail à peu près normale. Donc ça a été écarté. Pour les arguments, on lui a posé la question, puisqu'on a eu une restitution du rapport, en disant oui, mais c'est trop compliqué de façon opérationnelle chez Pôle emploi et autres. Bon, on n'est pas convaincu par l'argument, mais en tout cas, ça n'a pas été retenu. En tout cas, vraiment, le point le plus important, et ça peut être encore débattu, mais c'est ce qu'on pense devoir défendre, c'est l'option 2 avec un mix des deux pour qu'il y ait un an plus les mesures d'accompagnement. C'est le seul moyen d'éviter que dans ceux qui sont actuellement indemnisés, il n'y ait pas d'arrêt. Et puis, on va passer au dernier point qui concerne donc l'insertion des jeunes. Alors, des jeunes, justement, c'est une question, ce n'est pas que les jeunes, c'est principalement les jeunes parmi les entrants. Il y a plusieurs préconisations. Je te laisse, Karine, je ne présenter les ai pas l'essentiel. trop vus. Moi, ce qui m'a choqué dans cette truc, c'est que donc en fait, ils disent que c'est pour les gens qui ont moins de 30 ans, et ça, c'est quelque chose qui nous choque, c'est ça? Ouais, je le présente et puis après, on va critiquer éventuellement. Nous disons
depuis le début, et c'est largement porté et repris par les jeunes et les étudiants ou tout jeunes professionnels qui disent qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'entrer dans l'année blanche et de travailler et donc d'avoir l'ouverture de droit. Je rappelle que ce n'est ni un statut et qu'on est déjà intermittent même si on n'est pas indemnisé, mais bon, pour arriver comment dire, arriver aux 507 heures, évidemment, c'est une forme d'entrée dans le métier un peu plus stable parce qu'on a l'assurance chômage quand on ne travaille pas, quand on arrive en plus des jours où on travaille. Et donc, il est proposé trois choses. Bon, des mesures pour l'emploi, ça c'est bien. Des mesures permettant notamment de développer des aides pour l'emploi. Il est cité des aides à travers le fonds PEPS ou par le GIP Café Culture. Donc ça, c'est à l'État de mettre de l'argent là-dessus. Et il y a eu des milliards de mis dans plein de secteurs. Il n'y a pas eu d'argent fléché sur l'emploi dans notre secteur. Ça renvoie au plan de reprise. Des aides d'urgence, bon, ok, mais qui ne sont que des aumônes. Ça peut appeler notamment le FUSAT, 1 500 € par an pour des jeunes, c'est totalement scandaleux. Évidemment, il faut les prendre, mais ce n'est pas avec ça qu'on vit. Et puis, donc, il est précisé en matière d'assurance chômage, donc de faciliter l'accès à l'indemnisation des jeunes des jeunes professionnels par la création temporaire d'une allocation d'aide à l'insertion d'une durée de 6 mois avec un seuil d'accès inférieur à 507 heures. Il n'est pas précisé de combien le rapport le recommande. Il dit que ça peut être 250 heures comme nous on le demande ou 339 ce qui correspond à 2/3 des heures. Et donc, on insiste sur le fait que ça doit être à 250 heures. D'ailleurs, nous, on ne dit pas que pour 6 mois, mais on dit pour un an d'indemnisation. Et donc, le problème est qu'un peu plus loin dans le rapport, il est précisé que les critères que préconise le rapport, c'est que ce soit pour les moins de 30 ans et n'ayant jamais eu d'indemnisation. Donc, pour nous, c'est beaucoup trop restrictif. Dans 90% des cas, ce sont des moins de 30 ans, effectivement, mais il peut aussi y avoir des gens de 50 ans qui ont un accident de carrière et on sait que c'est compliqué dans nos métiers, hommes ou femmes, et souvent encore plus pour les femmes. Donc, d'arriver à être tout le temps à travailler suffisamment pour atteindre les seuils d'indemnisation par ailleurs. Donc, ça, c'est un point qui ne va pas. Et puis, par ailleurs, le critère de ne jamais avoir été indemnisé, c'est idiot parce que ça écarte beaucoup trop de monde et il arrive souvent, c'est pas seulement, l'entrée dans nos métiers n'est pas linéaire. Il arrive que tu sortes de l'école, par exemple, et que tu aies assez rapidement une bonne année parce que certains dispositifs, parce que certaines choses se sont bien passées et puis qu'ensuite, tu ne puisses pas continuer à avoir le même rythme de travail. Il faut plusieurs années pour arriver à bien rentrer comme ça. Voilà, donc pour les jeunes ou pour les entrants, il faut des mesures qui ne soient pas restrictives comme ça, mais au moins, toujours la moitié vide, la moitié pleine, il faut faire en sorte que ce soit que c'est signalé, c'est mis dedans, mais il faut que ce soit pas restrictif. Il faut que ce soit ouvert aussi bien aux jeunes qui aient eu déjà un début d'indemnisation à un moment ou à un autre que ceux qui ont eu un accident de carrière. Voilà. On voit les commentaires et puis peut-être qu'on va passer à des questions grâce à notre modérateur. Il y avait une question, par exemple, qui dit de Hervé de Niort qui constate que l'option 2 est la moins pire des propositions. Mais il faut savoir que dans l'option 2, il y a 2 sous-options. Et donc, évidemment, il va falloir que ce soit la plus importante possible. Voilà. Juste, Denis, je m'ai posé une question. Il y a quand même une chose que j'ai cru avoir vue. Quand tu parles de l'option 1 de prolongation qui ne serait pas possible parce que ce serait injuste par rapport à la réforme qui doit arriver en compte au 1er juillet, c'est aussi une des raisons de continuer à se mobiliser contre cette réforme d'assurance chômage parce que voilà, c'est encore une preuve que sans se battre pour tous, nous tout seuls, on n'obtiendra rien. Donc vraiment, je trouve qu'il y a un côté qui nous oblige un peu à continuer ce combat-là aussi qui est plus que légitime.
Tout à fait, Thierry. Non, mais c'est clairement ça, c'est sûr. Déjà, on va devoir voir, info en primeur. Comme vous le savez, on l'a annoncé, il y a notamment une journée de mobilisation le 29, jeudi 29 avril, parce qu'il est censé y avoir, on n'a pas encore reçu la convocation, hein, mais un Conseil national des professions du spectacle en présence de la ministre qui doit annoncer des choses. Ils n'ont pas grand-chose à annoncer parce que le plan de reprise, ils nous ont rien dit. Les droits sociaux, on ne sait même toujours pas, par exemple, sur l'histoire des congés maladie, maternité. Il y a une réunion demain, ce qu'ils comptent faire pour enfin régler le problème. Ils ne sont pas pressés, hein. Les congés maternité, les refus de congés maternité, c'est déjà depuis le mois de janvier qu'on en connaît un paquet. Et les maternitantes, collectivités des maternitantes, l'a largement décrit dans un précédente rencontre. Mais par contre, ils vont essayer d'aller vite sur le dossier intermittent et puis justement pour essayer de sauvegarder leur réforme de l'assurance chômage, qui est une catastrophe, comme on l'a déjà dit. Et de toute façon, quand bien même on obtiendrait la meilleure mesure possible pour les intermittents ce coup-ci-là, en 2022, les intermittents seront le dernier village d'Indiens au milieu de travailleurs précaires qui se sont fait massacrer. Mais on va avoir un test qui va être la question. C'est s'il nous amène sur le décret, s'il nous amène sur l'option 1 qui se fait par décret, et c'est pour ça que j'ai incité là-dessus tout à l'heure, s'il nous amène sur l'option 1 qui se fait par décret, ça veut dire qu'ils sont prêts à bricoler des choses pour se débarrasser le plus vite possible du problème. Alors nous, il nous faut une décision législative pour avoir le moyen, et d'ailleurs c'est dit dans le chat, d'avoir un débat, même si le Parlement ne nous est pas favorable, pour avoir un débat public sur à la fois la meilleure mesure pour les intermittents du spectacle et pour tout le monde sur l'assurance chômage. Ça, c'est un point majeur, ce qui fait qu'effectivement, on n'est pas rentré chez nous. On a besoin ça va prendre un certain temps pour que ce soit mis au point, d'autant plus qu'après la décision, il y a des mises en œuvre techniques auprès de Pôle emploi. Pôle emploi doit savoir plusieurs mois à l'avance ce qu'il met dans son logiciel pour que ce soit appliqué au 1er septembre.